Il n'y a pas de place pour vous. Okay, c'est terrible socialement. Donc, moi, je te dis... Je te conseille de vivre l'expérience pour le ressentir concrètement. Pour ça, il faudrait justement qu'il y ait des emplois qui soient disponibles. Et si vous continuez avec votre libre-échange complètement stupide, eh bien forcément, ces emplois... Bonjour Margot Pêche. Bonjour. Bonjour Gaëtan Dussaucet. Bonjour. Alors, 25,7% des 18-34 ans ont voté Marine Le Pen au premier tour et 21,6% des 18-34 ans ont voté Emmanuel Macron. Première question, quelles sont les différences entre ces jeunes ? Margot ? On sait que les jeunes, ils vont beaucoup vers l'abstention, ils vont beaucoup vers les extrêmes, mais il y a un constat, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ne se reconnaissent plus dans les partis traditionnels. Ils en ont marre de voir toujours les mêmes visages et ils ont perdu espoir en l'action politique. Moi, je vis mon premier engagement politique et je faisais partie de ces gens-là qui ne se reconnaissaient plus dans les partis traditionnels. Donc c'est vers ça qu'on a envie d'aller et justement on a envie aussi de convaincre et de montrer toutes les incohérences, de pointer du doigt toutes les incohérences qu'il y a sur le projet de Marine Le Pen. On va en parler, mais alors quelle est la différence entre les jeunes qui votent Emmanuel Macron et les jeunes qui votent Marine Le Pen ? Déjà quand on regarde en fait un peu les résultats du premier tour, ce qui est assez remarquable, c'est qu'en fait on se rend compte que Marine Le Pen a une longueur d'avance très importante chez les jeunes et qu'elle conforte finalement sa position de leader chez les jeunes électeurs français, mais il y a aussi un second candidat qui a fait d'excellents scores chez les jeunes, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et donc en fait tout ça montre que les jeunes ont envie d'une alternative politique. Ils ont envie de changement, ils ont envie... Aussi, non, ils veulent, non c'est pas extrême. Ils veulent tout simplement que l'on puisse... L'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon pendant 2 minutes, essaye de faire pareil avec moi, on va pas commencer. Bref, tout ça pour dire qu'en fait ils ont envie d'une alternative politique, ils ont envie d'un véritable changement. Ça fait 40 ans qu'on leur vend le libre-échange, qu'on leur vend l'euro-monnaie unique, qu'on leur vend l'immigration à tout va, qu'on leur vend le laxisme face aux terroristes islamistes, qu'on leur vend le multiculturalisme et ils voient bien que ça fonctionne pas. Mais donc ils cherchent quelque chose de nouveau, des politiques nouvelles, des politiques ambitieuses pour le pays et tout cela évidemment se trouve dans l'alternative politique qui est incarnée par Marine Le Pen. Alors, vous avez raison de dire qu'ils vont voter vers vos candidats, mais il faut quand même rappeler qu'il y a seulement un tiers des 18-34 ans qui vont voter aussi. Pourquoi les jeunes s'abstiennent ? Il y a certains de nos aînés, des générations qui nous précèdent, qui pensent qu'en fait les jeunes sont peut-être trop égoïstes, pas assez intéressés par la politique, par le bien commun, etc. Pour moi c'est faux. Pour moi c'est faux, je pense que les jeunes sont très informés justement des choses politiques, notamment aussi par un travail qui est fait par un certain nombre de youtubeurs. Vous regardez YouTube ? Ah oui, tout le temps. J'ai pas de télé chez moi, je regarde que YouTube. Moi. On peut faire de la politique sur YouTube ? C'est un format où on peut allier des sujets très sérieux qui concernent les jeunes, avec des formats intéressants, des formats plus courts, des formats plus pédagogiques, plus d'interactivité aussi. J'ai eu beaucoup à faire de live Facebook ou voilà, qui étaient retransmis aussi sur YouTube. Ça permet aussi des interactions avec les gens qui regardent. Non, je pense que c'est des vrais formats qui parlent. Après, il faut arriver à diversifier les sources d'information. Alors, 2 projets de société qui s'affrontent au second tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On va faire un que oui, que non, vous allez voir, vous avez beaucoup de différences. Mais on va observer si vous avez aussi des points communs. Il faut répondre que oui, que non. Après, il peut y avoir débat, vous pouvez vous interpeller. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis ? Que non, pardon. Que non. Emmanuel Macron est contre. Il est contre une légalisation et pour une dépénalisation, parce qu'effectivement, ça a des conséquences sur notre juridiction, sur les peines, et ça ne résout pas le problème. Vous comprenez la position de Jean-Luc Mélenchon au second tour ? Que non. Que oui. Bien évidemment. Et la seule chose que je regretterais toutefois, c'est que je sais qu'il voulait faire une consultation sur Internet de ses fidèles soutiens, ses premiers soutiens. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'est pas allé jusqu'au bout finalement de cet exercice démocratique, puisque dans les options de vote au second tour, il a mis l'abstention, le vote blanc ou le vote Emmanuel Macron. Mais il a oublié le vote Marine Le Pen. Et évidemment, volontairement. C'est la seule chose que je regrette. Pourquoi vous ne comprenez pas, vous ? Son discours à la suite du premier tour était quand même assez virulent et je pense que beaucoup de ses électeurs n'ont pas compris le sens de sa démarche. Voilà, il manque un peu de clarté. Vous comprenez la position de Nicolas Dupont-Aignan ? Que oui. Très bonne nouvelle d'ailleurs. Que oui, mais pas pour les mêmes raisons. Ah bon ? Pour quelle raison ? Aujourd'hui, voilà, l'édit lâche. Nicolas Dupont-Aignan montre juste ses incohérences. D'ailleurs,
les réseaux sociaux servent à ça. On a pu dépêcher voilà, des tweets entiers de Nicolas Dupont-Aignan expliquant que ce n'était pas le sens de son projet et qu'aujourd'hui, il rejoint Marine Le Pen dans une considération purement électoraliste. Il a été très virulent avec Marine Le Pen. Il a été extrêmement virulent. Que François Bayrou a été très virulent à l'encontre d'Emmanuel Macron. Mais ce n'était pas cette forme de virulence. Excusez-moi, c'était des critiques sur le projet, mais ce n'était pas cette forme de virulence. Chacun votre tour. Chacun votre tour. Donc, voilà, de la même manière, François Bayrou avait été virulent à l'encontre d'Emmanuel Macron, que François Fillon a été virulent à l'encontre d'Emmanuel Macron, qu'il avait même renommé Emmanuel Hollande. Ça ne l'a pas empêché 2 minutes après les résultats d'apporter son soutien à Emmanuel Macron dans le cadre du second tour. Donc voilà, ce second tour, il est exceptionnel. Il est historique, comme le disait très bien Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, puisque pour le coup, on a véritablement le nouveau clivage politique auquel nous, on appelait depuis des années, celui qui oppose les mondialistes d'un côté aux patriotes, qui s'est consolidé. Et donc il est normal que la famille des patriotes, parce que les patriotes sont majoritaires au Front National, mais il y en a aussi ailleurs. Il y en a chez Dupont-Aignan, il y en a chez François Fillon, chez Jean-Luc Mélenchon. Il n'y en a pas chez Emmanuel Macron des patriotes ? À partir du moment où on soutient un projet qui consiste à défaire tout ce qui fait notre identité, c'est notre identité nationale, notre identité démocratique, notre identité sociale, non, j'ai du mal à voir comment on peut se revendiquer du patriotisme, à moins d'être vraiment complètement berné. Il n'y a pas de patriotes chez Emmanuel Macron ? Le camp des patriotes, il est chez nous, justement, parce qu'on aime la France, on aime ce qu'elle est, on aime sa diversité. On aime sa diversité, oui, c'est un clin d'œil, mais on est aussi dans la réalité, on n'est pas replié sur nous-mêmes dans une espèce de monde construit où on refuse les réalités, et notamment les réalités économiques. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la France elle soit plus forte dans le monde, plus forte dans l'Europe. On juge, et c'est notre vrai clivage, que l'Europe est une vraie échelle pour nous protéger, qu'elle permettra aujourd'hui de parler à des Google, des Facebook, des Apple notamment, aussi nous permettra de parler à la Chine, aux États-Unis de Trump, à la Russie de Poutine. Ça me permet de rebondir sur la question d'après. Est-ce qu'on garde l'euro comme monnaie ? Que oui, que non ? Que non. Alors, que non, parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre du côté de Marine Le Pen. On va en parler. Et pour vous, que oui, que non, on garde l'euro ou pas ? Que oui. Que oui. Alors pourquoi on ne garderait pas l'euro ? Alors on ne garderait pas l'euro monnaie unique. C'est là qu'est toute la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie qui ne convient pas à notre économie. Finalement, un pays, il cherche à quoi ? Il cherche toujours à avoir une économie compétitive, à pouvoir justement jouer sur plusieurs critères, sur plusieurs outils pour être plus compétitif par rapport à ses concurrents étrangers. Aujourd'hui, vous avez 2 possibilités pour être compétitif. Ou bien vous jouez sur votre monnaie. Nous, c'est impossible parce qu'on est enfermé dans la prison de l'euro. Ou bien vous jouez sur le coût de production, c'est-à-dire le modèle social, c'est-à-dire les salaires des employés. Et finalement, on a aujourd'hui évidemment ce clivage dans le second tour. Ce que nous proposons de retrouver, comme 98% des pays du monde, notre propre monnaie pour pouvoir jouer sur la valeur de celle-ci, plutôt que de proposer la diminution des salaires des travailleurs, plutôt que proposer une loi travail puissance 1000 qui passerait par ordonnance dès l'été 2017, c'est dans le projet d'Emmanuel Macron. Là, on parle de l'Europe. On parle de l'Europe. Simplement sur l'Europe et sur l'euro. Je reviens sur l'Europe. Marine Le Pen nous a proposé pendant des mois un projet de sortie de l'Europe, de sortie de l'UE et de sortie de l'euro, qui aujourd'hui, avec l'accord sur Nicolas Dupont-Aignan, devient non prioritaire. Donc c'est 70% du projet qui passe à la trappe. Et aujourd'hui, on a un flou total sur la double monnaie, donc on va être avec le franc, avec l'euro, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que demain, je vais aller acheter ma baguette de pain en euros, mais en fait, mon boulanger aura acheté son blé en francs ? Franchement, j'ai un peu du mal à tout comprendre. Effectivement, notre Europe, elle ne fonctionne plus. Ça fait 10-15 ans qu'elle est complètement à l'arrêt, qu'on fait que finalement réagir aux crises, réagir à la crise de la dette, réagir à la crise des réfugiés. Aujourd'hui, les Français, ils ne comprennent plus ce qui se passe à Bruxelles, c'est pas transparent. On a besoin de redonner cette confiance, de relancer ce projet. Pour vous, l'Europe est une chance, pour vous, c'est un boulet, en fait. Oui, mais alors je voulais juste revenir sur 2 petites choses. D'abord, la première sur l'euro. La position de Marine Le Pen a toujours été très claire. Ces négociations, on ne va pas les faire tout seul. Il va y avoir des partenaires européens autour de nous. Et il se trouve qu'il y a des élections. Il y a des élections importantes dans nos pays voisins, comme en Allemagne, comme en Italie. Et moi, il est hors de question qu'on commence à négocier avec Angela Merkel si au final, dans 3-4 mois, c'est pas elle qui sera à nouveau autour de la table. Combien de temps ? Parce que j'ai l'impression qu'on va mettre 5 ans à sortir de l'Europe, les négociations se feront de la zone au bout euro, de 10-12 mois. Et en fait, c'est des 5 ans qu'on passe pas à protéger nos emplois, à relancer l'économie. Bon, j'attends. Non, voilà. Ah, mais c'est le débat. Oui, mais bon, c'est un peu long, parce que moi je préfère qu'on pourrait un peu avoir le temps de discuter les uns après les autres. Donc, les négociations auront lieu dans 10-12 mois. Mais il y a évidemment tout un panel de propositions qu'on peut mettre en œuvre, comme la baisse des 3 premières tranches de l'impôt de revenus de 10%, comme le fait de revaloriser l'allocation pour les adultes handicapés, le seuil vieillissement, etc. Pour une fois, vous proposez quelque chose. Et donc, très clairement, il y a plein de choses à faire. Maintenant, sur cette idée que l'Europe protège. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Alors, ça mais quand protège vous écoutez peut-être. Les anciens qui disent que l'Europe, ils ont
était dans la guerre. Peut-être qu'on peut comprendre cet argument que l'Europe protège. Ce qui permet d'avoir la paix entre les partenaires européens, c'est la dissuasion nucléaire, parce qu'ils savent très bien que s'il y a le moindre conflit, eh bien c'est l'Europe tout entière qui pète. Très clairement, en une phrase, on a deux projets et deux solutions complètement opposées. Vous choisissez le repli, l'isolationnisme de la France et la sortie de l'UE et de l'Europe. Nous, on pense que les solutions sont dans une Europe qui fonctionne mieux et qui est plus forte. Ça fait 20 ans qu'on dit ça. Est-ce que vous quitterez la France en cas de victoire du candidat adverse? Que non. Que non? Que non. Vous avez fait vos études à l'étranger? Que non. Que oui, en partie. Parce qu'on parlait de l'Europe. Erasmus, c'est quand même une chance aussi pour les étudiants européens. Ça existe depuis le Moyen-Âge, faut arrêter depuis 30 avec ans. ça. Non, ça existe. Non, mais depuis 30 ans, c'était les 30 ans cette année, en 2017. Alors, Erasmus, la structure... Moi, j'ai fait mes études à l'étranger, par exemple. D'accord, mais ça a été une chance pour moi. La structure Erasmus existe en effet depuis une trentaine d'années. Mais le principe des échanges étudiantins, ça existe depuis le Moyen-Âge. À l'époque, déjà, les hommes de lettres, etc., circulaient d'université en université, bibliothèque en bibliothèque. Non, mais même un autre exemple. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui vont faire leurs études à l'étranger aux États-Unis, au Japon. Ils font partie de l'Union européenne? Non, c'est des accords bilatéraux entre nations. Donc c'est des choses qu'on peut très bien faire et qu'on pourrait même renforcer. On pourrait faire un système comme Erasmus sans l'Union européenne. Mais bien sûr, tout à fait. C'est des accords bilatéraux entre nations. C'est pas l'Union européenne qui invente ça. Erasmus est une chance. Moi, j'en ai bénéficié. J'ai fait 6 mois à l'étranger, à Barcelone. C'était une vraie expérience, très sympa. Et surtout, nous, ce qu'on veut derrière, quand on parle de relance de ce projet européen et d'aller plus loin, c'est étendre ce projet Erasmus pour en faire bénéficier 200 000 personnes demain, mais qui ne seront pas que des étudiants, qui seront aussi des apprentis, parce qu'on a aussi beaucoup de propositions pour l'apprentissage. Alors, excusez-moi, mais quand même, dans les 5,5 millions de personnes qui ont voyagé depuis 30 ans grâce à Erasmus, il n'y a pas que des étudiants. Il y a des lycéens, il y a des collégiens, il y a même des gens en apprentissage qui ont voyagé. Donc, ça existe déjà. Si vous êtes en formation de BTS, vous avez moins de chances ou d'opportunités à aller faire un voyage à l'étranger que si vous êtes à Sciences Po. Reconnaître le vote blanc pour les élections, que oui ou que non? Que oui. Que non. Que non? D'accord. Que oui, vous avez toujours été pour, vous? Parce que c'est grâce à l'accord de gouvernement avec Nicolas Dupont-Aignan que vous avez fait entrer le vote blanc. Moi, à titre personnel, j'ai toujours été favorable à la reconnaissance du vote blanc, parce que je pense que quand on est dans une démocratie, il faut justement donner les moyens au peuple français de dire aussi qu'ils ne sont pas d'accord avec les différents projets qui leur sont présentés. Alors maintenant, au niveau du Front National et du mouvement présidé par Marine Le Pen, je vous avoue que je ne sais plus si on s'était prononcé sur ce sujet-là, mais en tout cas, ça fait partie... Je vais vérifier, mais je crois pas. Je crois pas, mais ça fait partie des positions de second tour, en effet. D'accord. Vous ne croyez pas que ça peut quand même entraîner un blocage de la démocratie, un vote blanc, si y a majorité de vote blanc, on recommence l'élection avec des nouveaux candidats? C'est pas un peu utopiste, le vote blanc? Reconnaître le vote blanc? Non, parce que je crois que c'est essentiel. On ne peut pas se dire on est en démocratie si finalement on ne laisse pas les Français avoir toutes les possibilités de voter et de choisir. Donc après, il va falloir évidemment préparer une législation solide derrière pour pouvoir éventuellement répondre à des crises démocratiques. Et de la même manière, s'il y a des crises démocratiques, s'il y a véritablement une envolée du dégagisme en quelque sorte, eh ben qu'il dégage. Ah, vous reprenez le dégagisme? Ouais, non mais qu'il dégage. Je veux dire, si les Français n'en veulent plus, qu'ils s'en aillent et on en prendra d'autres. Et vous que non? Que non, c'est trop de blocage. Et, nous, les solutions qu'on propose, c'est justement redonner confiance en l'action politique, plus de transparence, plus de pédagogie. Et surtout, on a besoin de remettre de la moralisation dans cette vie politique. Et ça sera d'ailleurs la première loi qui sera proposée par Emmanuel Macron s'il est élu dimanche. Est-ce que vous croyez qu'il faut inviter Vladimir Poutine à la Garden Party le 14 juillet? C'est un chef d'État parmi tant d'autres, donc il a toute sa place à venir dialoguer avec nous aussi. Que non, pas le lieu de la Garden Party. Par contre, il faut ouvrir un dialogue, même si on n'a pas la position de Marine Le Pen sur un assujettissement à cette patrie-là. Emmanuel Macron, pour une fois, il dit quelque chose d'intelligent. Il a dit « j'ai pas besoin de ventriloque ». Donc je vous retourne le compliment. Est-ce que vous avez eu une mention au bac? Que oui. Quelle mention? Bien. Pour quel bac? Éco, ES. J'ai pas eu de mention, moi j'ai eu le bac éco, mais j'ai pas eu de mention. Est-ce que vous avez eu une mention au bac, vous? Que oui. J'ai eu la bien en bac L. D'accord. Alors, il y a vraiment 2 projets différents pour le baccalauréat. Je voulais qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Chez Emmanuel Macron, on veut un examen à 4 disciplines en terminale et le reste en contrôle continu en première. Et chez Marine Le Pen, on prône la fin du collège unique. En fait, l'idée, l'esprit de cette chose-là, c'est qu'il y a des jeunes, moi je l'ai vu, j'ai grandi en banlieue parisienne dans l'Essonne, il y a des jeunes à qui ce cadre un peu classique du professeur assis derrière une table pendant toute une journée, ça ne convient pas. Il y a des jeunes qui ont besoin d'aller dans des filières plus professionnalisantes, plus techniques, plus artisanales, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est même vrai à un tel point que ces jeunes-là qui se trouvaient pas bien dans leur milieu, dans leur environnement,
il y a finalement qui se passait. Déjà, il y avait un isolement social, des souffrances psychologiques, et puis après, des perturbations de classe, des violences contre professeurs et compagnie. Ces mêmes jeunes, moi, je les ai retrouvés à 16 ans après, quand ils étaient à ce moment-là passés en CAP ou en alternance et compagnie. Là, ces jeunes, vous les retrouviez en costard-cravate, super contents, parce qu'ils avaient enfin quelque chose dans lequel ils pouvaient s'épanouir. Ce sont de très bonnes filières qui parfois même réussissent mieux que les filières générales. Je te rejoins pour une fois sur un point. Il faut valoriser, mais oui, mais c'est important de le noter. C'est important de le noter. Il faut valoriser les filières professionnelles et surtout, il faut emmener des gens vers des filières qui demain donneront un emploi. On a un vrai sujet, je pense qu'on est tous passés par la conseillère d'orientation qui ne comprend pas quels sont les métiers de demain, qui ne sait pas ce qu'on est en capacité de faire, de ne pas faire. Et c'est vrai que le terme de conseillère de désorientation, c'est quand même assez réaliste. C'est jamais bon signe quand on va chez le conseiller d'orientation quand même. Mais bon, vous avez déjà copié au bac ou pas? Alors au bac, non, parce que là, il y avait quand même des enjeux un peu trop importants. Mais après, pendant des examens, des évaluations, oui, ça m'est déjà arrivé. Vous avez déjà plagié des devoirs alors? J'ai pas plagié des devoirs. Je suis allé chercher un coup de main de la part d'un voisin qui était meilleur que moi en anglais. C'est pas trop compliqué vu mon niveau. Bon, pourquoi elle a plagié le discours de François Fillon, Marine Le Pen? C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil parce que pour le coup, pour une fois que François Fillon faisait un discours à peu près intelligent, autant le relever et en faire une publicité. J'entends bien, mais elle le savait ou pas? Elle a plagié le discours, honnêtement. À votre avis. Elle le lit son discours avant. Elle elle le savait. Mais bien sûr, mais c'est pleinement assumé. Il s'appelait François aussi, mais vous voyez, c'était volontaire, c'était pas pour faire un clin d'œil. Oui, non, elle le savait, bien évidemment. En politique, tous pourris ou pas? Que non. Ouais, que non. Est-ce que vous avez déjà été au chômage, tous les deux? Que non. Non. Que oui. C'est en études. Combien de temps? 6 mois. 6 mois. Inscrit à Pôle emploi? Inscrit à Pôle emploi, je pointais tous les mois et j'ai connu ce système-là. Aujourd'hui, il faut, et c'est super qu'on en parle parce que ça va sortir d'un cliché que les jeunes qui votent pour Emmanuel Macron sont les jeunes qui ont réussi et qui ont toujours tout eu facilement. Vous avez été au chômage à quel moment? À la fin de vos études? À la fin de mes études. Moi, mes parents n'ont pas le bac. J'ai fait un lycée public. J'ai été à l'école de la République. J'ai bénéficié de cette méritocratie-là. J'ai été boursière échelon 6 toute ma vie. J'ai fait un prêt pour faire mon école de commerce. Oui, j'ai fait une école de commerce et j'en suis très contente. Mon prêt, j'ai terminé de le rembourser il y a à peine 6 mois. Et j'ai fait un apprentissage. Et à la sortie de cet apprentissage, j'ai fait 6 mois de chômage. Et j'ai connu ce qu'était Pôle emploi et j'ai connu être confrontée à des conseillères qui t'expliquaient que finalement, tu voulais bosser dans le digital et qui te proposaient des emplois d'informaticien. Aujourd'hui, il y a une vraie déconnexion et il y a des pouvoirs publics qui sont dans l'incapacité de comprendre que le monde a changé, que notre économie, elle change, qu'on a des nouveaux métiers, que demain, près de 50% des métiers qui existeront et qu'on exercera demain n'existent pas encore. Et c'est tout ça, en fait, qu'il faut... où il faut mettre notre énergie pour transformer tout ça, pour réformer notre système, pour pouvoir demain dire aux gens, vous sortez, vous avez une bonne formation, vous avez fait des bons stages, vous allez trouver un emploi, vous n'allez pas rester à l'extérieur. Moi, combien de fois on m'a répondu, en fait, votre profil, il est très bien, mais on va prendre quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Alors, ça marche pas. Chez les jeunes, le taux de chômage est très élevé en France, 25%, je crois. Sur 4, ouais. Voilà, c'est énorme. Donc, des propositions différentes. Pour Emmanuel Macron, il veut généraliser la garantie jeune, qui a été instaurée par le gouvernement de François Hollande, et revenir sur les emplois francs. Nous, ce qu'on veut avec cette proposition d'emploi franc, c'est très clair. C'est inciter les entreprises à employer des gens qui vivent dans ces quartiers-là, dans ces zones prioritaires. Et dire, demain, vous employez quelqu'un, un jeune ou un moins jeune, une personne en CDI, vous allez avoir sur 3 ans 15 000 €, ce qui correspond à finalement une exonération de charges. Mais ça a été un peu fait par le gouvernement de François Hollande, les emplois francs, comme vous l'expliquez là actuellement. Ça n'a pas marché. Les entreprises ont besoin de perspectives, ont besoin de confiance. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer durablement ce CICE en des baisses de charges pérennes. Donc les entreprises y verront très clair et elles pourront avoir envie d'investir, d'embaucher et d'avoir un éclaircissement de leur horizon. Juste sur les emplois francs, j'entends un petit quelque chose, c'est qu'en fait, il manque un élément crucial dans le logiciel, c'est de se dire pourquoi en fait les entreprises n'ont pas particulièrement envie d'aller s'installer là-bas ou bien d'embaucher des personnes là-bas. C'est parce qu'il y a un contexte qui est extrêmement difficile et qui est notamment celui de l'insécurité, qui est celui de la ghettoisation des sociétés en banlieue, etc. Tout à fait. Mais attendez, j'ai réagi à ça, mais en fait, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'en fait, les personnes qui vivent dans ces quartiers, c'est un problème, on ne peut pas les embaucher, on ne peut pas installer des entreprises là-bas et donc on doit les laisser. Quelle solution? La situation de ces quartiers est un problème. Quelle solution proposer pour
embaucher ces gens, pour leur donner un accès, pour leur permettre d'évoluer dans la société, de trouver une place. Sur le territoire, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut redonner des moyens. Non, mais c'est incroyable de se dire que la solution dans ces quartiers-là où le taux de chômage explose, c'est de rétablir l'ordre. C'est une réponse sécuritaire, mais ce n'est pas le sujet. Que chez Marine Le Pen, il y a un dispositif dans les 144 propositions, le dispositif Premier Emploi. Alors j'ai une question. Oui. Gaëtan Dussaucé, on est jeune jusqu'à quel âge? Alors là, par rapport à ce dispositif Premier Emploi, c'est pour les jeunes jusqu'à 21 ans. Donc après 21 ans Après 21 ans, normalement, on est encore dans des formations où bien on travaille, ou bien on a pu bénéficier de ce dispositif Premier Emploi, et donc après, essayer de continuer. Exemple, elle donnait son exemple tout à l'heure de l'école de commerce. Oui. Elle sort d'une école de commerce, on ne sort pas avant 24-25 ans. Ah oui, tout à fait. Et franchement, tout à fait. Mais en fait, ce dispositif Premier Emploi, il s'adresse surtout en fait à des jeunes qui sont dans des situations beaucoup plus dramatiques que lorsque vous sortez d'une école de commerce. C'est-à-dire qu'en fait, ces jeunes-là, le chômage, c'est dramatique pour tout le monde. Je suis bien d'accord, mais ça s'est bien passé. Au bout de 6 mois, c'était fait. Là, moi, je parle de jeunes. Vous n'avez pas connu le chômage et je vous invite à vivre cette expérience. Vous vous sentez juste au banc de la société. Vous vous sentez avoir fait un investissement dans vos études, dans votre avenir. Et finalement, pendant 6 mois, on vous met en stand-by et on vous dit il n'y a pas de place pour vous. C'est terrible socialement. Donc, moi, je te dis. Je te conseille de vivre l'expérience pour le ressentir concrètement. Pour ça, il faudrait justement qu'il y ait des emplois qui soient disponibles. Et si vous continuez avec votre libre-échange complètement stupide, eh bien forcément, ces emplois vont toujours continuer à disparaître et vous resterez au chômage. Le débat avec la question qui tue, je vais vous tutoyer. Vous pouvez vous tutoyer si vous... Bon, on le fait déjà quasiment. Ça arrive. Ah donc c'est la connivence, la politique, tout ça. Non, je rigole. Est-ce que, Gaëtan, tu aurais pu voter pour quelqu'un d'autre à l'élection présidentielle? Imaginons, il n'y a pas Marine Le Pen. Il n'y a pas de Front National. Tu aurais voté pour qui? C'est un peu compliqué. J'aurais pu voter pour Mélenchon, mais j'ai un problème avec lui sur son projet fiscal et d'immigration. Donc peut-être plus Dupont-Aignan. Et toi, Margot, est-ce que tu aurais pu voter pour quelqu'un d'autre s'il n'y avait pas eu Emmanuel Macron? C'est compliqué, la politique fiction, parce qu'effectivement, j'ai une sensibilité de gauche. J'ai regardé le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'ai plein de points d'accord, notamment sur l'écologie. Il parle beaucoup de l'écologie et c'est très important. Et la lutte contre les perturbateurs endocriniens, aller vers moins de nucléaire pour plus d'énergie renouvelable. Oui, ce serait plus aller vers un vote de gauche. Donc on a beaucoup de filles qui nous regardent. Donc je vais vous demander en une phrase chacun, pourquoi, Gaëtan, je voterai pour ta candidate? Voter pour Marine Le Pen, en fait, c'est rompre avec toute la politique qui a été faite depuis 40 ans et c'est se donner les moyens surtout de retrouver le pouvoir de décider pour nous-mêmes dans notre propre pays. Je pense que c'est essentiel. D'accord. Margot, en une phrase? Voter pour Emmanuel Macron, c'est déjà choisir un projet de société, un projet d'espoir, un projet qui met au centre le travail et l'éducation, qui sont des valeurs centrales pour les jeunes notamment, et de se dire demain, tout le monde sera en capacité de réussir dans cette société. Une dernière question à tous les deux. Est-ce que vous assumez tout de vos candidats? Oui, pleinement. Tout? Pleinement. Tous les propos? Ah oui, j'assume tout de Marine Le Pen. Ouais. D'accord. Et vous? Même le Veldiv? Oui, on peut faire un débat d'historien si ça t'intéresse, mais il se trouve que c'était la position du général de Gaulle, même de Mitterrand, toi qui étais de sensibilité de gauche, la position qu'a exprimée Marine Le Pen sur ce sujet-là. Non, c'est pas tant sur les positions historiques, c'est juste ce manque de prise de responsabilité face à cette rate. Jacques Chirac, qui a reconnu en 1995 la responsabilité de la France, il a fait une erreur à ce moment-là? Non, oui, parce que je pense qu'en fait, ça donne peut-être trop d'importance historique au régime de Vichy. Et moi, j'ose espérer que l'histoire de France ne nie pas le régime de Vichy, mais elle ne lui donne pas autant d'importance et préfère croire en ce moment-là que la France était plutôt à Londres avec le général de Gaulle ou avec les résistants sur notre territoire. Est-ce que tu assumes tout de ton candidat? Oui, on assume tout pleinement. On a envie de le défendre par conviction parce qu'on pense vraiment que ce qu'il porte aussi, au-delà de sa personne, mais le projet qu'il porte, c'est le bon. Après, ça n'empêche pas aussi d'être dans la critique constructive sur des points. Mais c'est ça aussi qui permet le dialogue et le débat. Donc c'est pas aussi juste mettre les œillères et foncer, mais c'est toujours être aussi éveillé et toujours vif par rapport à ce qui peut se dire, mais on assume à fond. Ouais. Merci à tous les deux. Merci. Et bon deuxième tour. Puis on se verra peut-être ailleurs dans quelques années. Merci à vous. Avec plaisir.